emulsifiants, édulcorants, toutes sortes de colorants, antioxydants dans la bouffe d'Occident. Aliments, éprouvettes, aliments artificiels. Bonjour Madame Corinne Gouget. Bonjour. Donc nous sommes ici chez vous aujourd'hui pour vous poser de plus amples questions par rapport notamment aux additifs alimentaires et à votre œuvre qui est sortie il y a de ça quelques années. Donc on va d'abord commencer par faire une petite biographie de votre histoire. Vous avez commencé à réagir publiquement aux additifs alimentaires en 2003 suite au carnet Foresight pour la santé des nourrissons sur les colorants. Vous avez ensuite découvert à ce moment-là l'additif E951 qui est l'aspartame et vous avez décidé de réagir en complétant le carnet bleu de Madame Bones avec ce qui nous vaut votre présence ici, votre œuvre, un best-seller sur les additifs alimentaires. Oui. Alors, en tout, ce livre s'est vendu à plus de 300 000 exemplaires, effectivement. Donc, la version française a fait 13 éditions en 6 ans, dont 163 000 exemplaires. La version hollandaise a fait 110 000 exemplaires, sans compter les versions espagnoles, italiennes et roumaines. Donc, par rapport à ça, on peut ajouter aussi la biographie de l'aspartame, du moins l'histoire de l'aspartame, qui est exemplaire en soi. On y retrouve tous les processus de manipulation quant aux réglementations alimentaires. Tout a commencé, et vous me corrigez si je me trompe, en 1965 quand un chercheur de la firme Searle trouva la molécule presque par hasard. Oui. 9 ans plus tard, une autorisation se voit demander sur le marché à la Food and Drugs Administration, qu'on connaît sous le nom de la FDA, l'agence chargée de la sécurité des aliments et des médicaments américains. En 1981, la FDA homologue le produit sous le nom de NutraSweet, avec une DGA de 50 mg. On reviendra sur cette fameuse DGA. Oui. En 1985, la firme Searle aussi se voit rachetée par Monsanto. Un petit exemple qui n'est pas anodin en soi, qu'on pourra ressouligner par la suite. Il faut noter d'ailleurs que Donald Rumsfeld, alors à la tête de la firme Searle, a pu rejoindre le gouvernement à l'époque et a pu ainsi contrôler, voire écraser le peu de travail objectif provenant de cette même FDA. Donc, il était payé pour. On va revenir là-dessus. Il a pu de fait aussi rendre légal l'aspartame en la déclarant comme étant sans danger. Tout à fait. On dit alors qu'aussitôt la déclaration de la FDA chapeautée par Rumsfeld fut copiée de l'autre côté de l'Atlantique. Oui. Le FSA, dont on va parler aussi très certainement, homologue européen de la JESCFA, ou SFA, a alors situé la DGA du produit à 40 mg par kilo, et ce la même année, en 1985, sur le continent européen. Oui. A noter que la première et seule DGA en Europe fut validée par les mêmes études américaines antérieures hautement controversées. Tout à fait. Donc, aucune étude indépendante européenne n'a malheureusement n'a été faite. À l'époque, non, et vous allez nous apprendre que peut-être que récemment, nous allons en avoir une. Pour février 2013. Donc notre première question sera donc, tout simplement, que pensez-vous de cette fameuse DGA, dite dose journalière acceptable, reprise par Diane Benford, elle-même s'appuyant sur la thèse d'un toxicologue du XVIe siècle nommé Paracelsus, celui-ci évoquant le fait, déjà à l'époque, que toutes les substances pouvaient être des poisons, et que c'était la dose qui faisait la différence entre un poison et un remède. N'est-ce pas là le dogme à la fois ancien et contemporain que le système nous oppose pour promouvoir les additifs alimentaires? Tout à fait. Donc par rapport à cette dose journalière admissible, effectivement elle est plus élevée aux États-Unis qu'en Europe. Et c'est un énorme problème parce qu'en fait on ne peut pas donner une dose journalière admissible pour un édulcorant comme l'aspartame. La bonne et simple raison, c'est que l'aspartame contient du méthanol. Et donc, si vous voulez, il y a 3 composants dans l'aspartame. Il y a 50% de phénylalanine, qui est un acide aminé très important pour le corps, mais à l'état naturel. Donc, si on prend un steak de bœuf, il y aura 3-4%, il y aura très peu de phénylalanine, mais avec aussi des protéines et d'autres ingrédients qui vont permettre au corps de bien fonctionner. Dans l'aspartame, c'est 50% de phénylalanine uniquement. C'est trop, c'est une inondation de phénylalanine, selon le docteur Roberts, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et donc cette phénylalanine-là, et c'était prouvé bien avant l'autorisation de l'édulcorant sur le marché, se dégrade dans le corps en DKP, en dicétopypérazine, qui à son tour provoque des tumeurs cérébrales très graves et des fois inopérables.
Tout ça, c'était prouvé sur des singes et des rats avant l'autorisation de l'aspartame en 81. Et on a Searle, donc, comme vous le disiez tout à l'heure, a falsifié ces études en faisant des autopsies 1 an après, 6 mois après sur ces pauvres têtes et en falsifiant les rapports pour quand même autoriser l'aspartame sur le marché. Donc tout ça, ça se savait. Et donc du coup, il y a, après la phénylalanine, on a 40% d'acide aspartique, c'est énorme. Et là, c'est pas du tout d'origine naturelle. Et cet acide aspartique, lui, est le responsable de la destruction des neurones, parce qu'il va aller exciter les neurones, on appelle ça une excitotoxine, et le neurone, il explose. Mais c'est pas au bout de 10, 20, 30 ans de consommation, c'est, je répète et je maintiens, à chaque dose. Donc évidemment, des neurones, on en a des milliards dans le cerveau. Pendant des années, on s'est dit qu'on ne les régénérait pas, qu'on n'avait pas moyen d'en refaire. Maintenant, depuis une dizaine d'années, il y a des nouvelles sciences qui sont en train d'établir qu'il est possible que le corps puisse en refaire. Donc ça serait une bonne nouvelle, je dois approfondir la question. Mais pendant des années, on a cru qu'une fois que les neurones étaient détruits, c'était détruit. Donc il y a l'aspartame qui en détruit, il y a des métaux lourds, il y a des pesticides, il y a malheureusement aussi un autre additif qui s'appelle exhausteur de goût glutamate monosodique, qui est fabriqué par le même fabricant aujourd'hui que l'aspartame, et celui-là aussi détruit les neurones. C'est prouvé pour l'exhausteur de goût depuis 55 ans environ, et pour l'aspartame, c'était prouvé depuis le début des années 1969, 70, 74, donc on le savait, clairement. Et donc, du coup, cet acide aspartique, lui, va provoquer tout ce qui est aussi troubles du comportement, névrose, paranoïa, agitation, TOC, obsession, etc. Et après, la dernière molécule qui reste, et dont les lobbies n'osent pas trop parler, c'est ce méthanol. Et au niveau, on appelle ça le cheval de bataille de l'aspartame. Et donc, le méthanol, c'est 10% de la molécule, ce qui est énorme. Et donc, ce méthanol-là, à partir de 30 degrés, il n'est pas stable à la chaleur. Notre corps est à 37-38, ça dépend de ce qu'on fait. Et donc, du coup, ce méthanol va se transformer au bout de 30 minutes après ingestion. J'ai bien dit au bout de 30 minutes après ingestion. Et ça, je le sais du professeur Woodrow Monté, qui a écrit ce livre l'année dernière, qui est en anglais, qui s'appelle « Pendant que la science dort, un édulcorant tue ». Et ça, vous avez un livre de plus de 230 pages que sur le méthanol. Après 30 ans d'études sur ces nouvelles maladies modernes liées à l'alimentation, parce que le méthanol se trouve donc déjà dans le tabac quand on fume, parce qu'on respire le tabac qui se dégrade après en méthanol dans le corps. Après, c'est malheureusement, c'est très très bien expliqué dans ce livre, dans tout ce qui est jus de fruits transformés, jus de tomates, jus de pamplemousse, jus d'orange, jus de pomme, enfin bon. C'est vraiment impressionnant. Et la source la plus dangereuse, c'est dans l'aspartame. Et donc le souci, c'est que cet expert, professeur Woodrow Monté, avait commencé à passer à la télé dans les années 85 pour dénoncer ce problème-là, aux États-Unis, pas en France. Et cette année-là, quand il est passé à la télé, il y a une jeune femme qui venait d'accoucher quelques mois plus tôt d'une petite fille avec une tête complètement déformée. Elle se serait appelée Joy, et cet enfant est né aveugle et sourde. Et elle est morte suite à un malaise le jour de sa naissance. Et donc cette maman a vu le professeur Monté à la télé parler aussi de l'aspartame, et elle avait bu pendant toute sa grossesse 1,5 litre à 2 litres de soda light par jour, déjà en 85, et sa petite fille était morte. Et comme il expliquait que ça affectait la forme du cerveau et que ça détraquait le cerveau, elle a pris la photo de sa petite fille morte le jour de sa naissance, la bouteille vide de Coca Light qu'elle avait bu pendant la grossesse aussi, et elle a demandé d'urgence un rendez-vous au professeur Woodrow Monté, déjà dans les années 85. Je précise que l'aspartame avait été imposé dans les boissons en 83 et dans les produits secs en 81. Et après cette imposition dans les boissons en 83 aux États-Unis, 6 mois plus tard, j'ai bien dit 6 mois, c'est très bien expliqué dans un film que vous pouvez trouver en français sur Internet qui s'appelle « Faux sucre, vrai scandale » de Corey Brackett. Donc ça, c'est une chaîne privée française qui avait repris le film pour le doubler en français, mais ils l'ont amputé de 40 minutes sur 90. Mais c'est déjà mieux que rien. Et dans ce film, vous verrez bien les experts qui expliquent que la source de méthanol dans l'aspartame est très dangereuse. Et un ancien expert de la FDA aux États-Unis, il est complètement chauve avec une petite moustache brune, avec une cheminée derrière lui, vous allez voir, et il explique qu'on ne pouvait pas donner de dose journalière admissible à un tel poison à cause du méthanol qui se dégrade après en formaldéhyde et en d'autres sous-produits encore à chaque dose. Ce n'est pas possible.
Et donc, du coup, cette maman a rencontré le professeur Monte en 1985 environ, après la mort de sa petite fille. Et il ne s'attendait pas à une rencontre pareille. Et elle est arrivée dans le bureau en pleurant, en disant « Regardez, j'ai bu 2 litres par jour de soda light pendant ma grossesse, et ma petite fille est morte, je suis sûre que c'est à cause de l'aspartame, puisque vous en avez parlé à la télé il y a quelques jours. » Et il y a une enveloppe qui s'est ouverte, et elle a donné la photo de Joy. Donc, c'est impressionnant. C'est pas très beau, Joy aurait à peu près 27 ans, et elle a laissé la photo à un professeur qui lui s'est mis à faire des tests, pas sur des humains bien sûr, sur des rats, parce qu'il ne pouvait pas donner de l'aspartame à des bébés, et là il a passé tout le restant de sa carrière à étudier ça, et voici la photo de Joy. Je tiens à préciser qu'au mois de janvier cette année, j'ai vu une enfant de 14 ans avec le même problème à la tête, et vivante, tête déformée, un visage pas très beau à regarder, mais vivante, et qui faisait ses courses avec sa mère, qui venait chercher sa recherche de sucrètes dans le rayon des édulcorants au mois de janvier. Là. Donc cette femme a été complètement difforme, et elle m'a dit, j'ai vu l'enfant du coin de l'œil, j'ai tourné la tête, j'étais en train de dire ça, et cette femme boitait, elle était en surpoids, elle avait les cheveux abîmés, et elle s'est accrochée à l'étagère comme une échelle pour chercher sa boîte de recharge pour ce édulcorant. Et je lui dis, mais madame, vous mangez ça, vous? Elle me dit, bah oui, ça fait 15 ans que j'en prends tous les jours dans mon café. Et comme ça détruit le cerveau à chaque dose et que ça rend têtu et complètement paranoïaque et des fois très méfiant et agressif, j'ai pas insisté, c'était trop tard pour cette jeune fille. Et ça me faisait vraiment très mal au cœur. Et j'ai dit, mais je suis conférencière sur le sujet, je vous promets que c'est un poison, madame. On se bat pour vous au niveau international pour qu'elle soit interdite l'année prochaine. Il faudrait arrêter. Et elle me dit, ben, j'arrêterai quand ça sera interdit. Et elle a pris son enfant qui a un gros problème de santé à la tête. Et elle l'a dit, et il y a quelqu'un qui s'est arrêté pour leur dire « Ah bonjour, bonne année, et surtout bonne santé !» Je me suis dit « C'est trop tard pour la santé !» Donc je suis rentrée chez moi, j'ai envoyé un email au professeur Woodrow Monté, qui est un ami, pour lui dire « J'ai vu ça ». Il me dit « J'en vois plein aussi aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, partout ». Et je dis « Mais c'est pas possible de laisser faire ça, quoi. » Effectivement, tous ces gens sont confrontés à ce même argument, donc cette fameuse dose journalière admissible qui est une aberration. C'est une aberration. Donc du coup, voici, je sais que c'est pas très beau, j'ai montré ça au ministère de la Santé l'année dernière. Oh, ils le savent, et donc c'était Joy, avec une tête complètement déformée à cause de ce méthanol, consommé à 2 litres par jour pendant la grossesse. Donc la maman n'a pas porté plainte à l'époque, ça aurait pu changer d'histoire. Mais depuis, le professeur Woodrow Monté a découvert, grâce à une nouvelle loi aux États-Unis l'année dernière, qu'il y a 35 ans, donc une étude qui avait été réalisée sur des femelles des lapins en gestation avait prouvé que la consommation d'aspartame pendant la grossesse sur ces lapins avait complètement déformé la tête de leur lapro. Et cette étude a été dissimulée par les autorités sanitaires américaines pendant 35 ans jusqu'en janvier l'année dernière. Et ça, c'est très grave de voir ça. Et donc, du coup, ils ont recherché cette étude et ont prouvé la toxicité de l'aspartame pendant la grossesse. Et en France, en Europe, on n'a pas parlé de cette étude qui a été récupérée. On dispose, je suis donc bénévole pour l'association Mission Possible Internationale, qui a été créée il y a 20 ans cette année par une femme extraordinaire qui s'appelle Betty Martini, que vous voyez dans ce film Faux sucre, vrai scandale. Et Betty Martini a voulu faire le travail des autorités sanitaires américaines qui ne le faisaient plus, parce qu'elle a failli perdre une amie à cause de l'aspartame dès le départ. Et donc elle s'est lancée dans ce combat. Elle a plus de 80 ans, elle passe ses jours et ses nuits sur son ordinateur à aider des milliers de gens. Et elle voyage énormément, elle fait beaucoup de conférences, même à son âge, et elle se battra jusqu'au bout, je crois, jusqu'à la fin de sa vie. Et donc je suis devenue bénévole en 2004, quand je suis rentrée en France, parce que je cherchais des textes, j'habitais en Angleterre, et j'ai cherché des textes en français sur ce sujet pour aider les Français qui ne sont pas bilingues, et ça c'est un énorme handicap pour les Français. Tout est en anglais, sur toutes les études scientifiques, même sur les OGM, sur les pesticides, etc. Tout est rédigé en anglais, et il n'y a rien, quasiment rien en français. Donc les Français sont tenus loin de tout ça. Vous allez en Angleterre, je ne dis pas qu'ils n'en mangent pas, mais les gens ont entendu parler de l'aspartame, surtout depuis 10 jours où il y a eu une émission à la télé là-bas, en plus. Il y a eu un scandale en 2005 là-dessus, en Angleterre aussi. Et quand vous dites aspartame ou glutamate, les gens, ils ont entendu parler. En France, ben, c'est très rare. Il y a pourtant eu une étude qui s'est effectuée avec l'Institut européen Ramazzini, qui a conduit à 2 études sur l'aspartame, publiées en 2005 d'ailleurs, donc c'est assez récent pour le coup, c'est d'ailleurs la dernière en date qu'on a eu
2005, il y a eu 2007 aussi, il en a fait 3, mais je connais le professeur Morando Sofriti personnellement. Tout à fait. Donc je l'ai rencontré en 2007 la première fois dans le sud de la France où on l'a fait venir pour une conférence. Et il parle anglais et italien et on a échangé beaucoup là-dessus. Surtout que dès sa première étude sortie, l'EFSA l'a dénigré et a fait toute une réunion avec lui au premier rang pour dire que son étude était mal faite. Donc lui il m'a dit je m'en moque, je pars à New York pour recevoir des récompenses pour mon étude. L'EFSA ment, je sais. Et il a réalisé d'autres études par la suite qui ont prouvé que cet édulcorant est cancérigène et peut provoquer des leucémies, etc. Et après, il est même venu en France en janvier 2010 pour une conférence sur l'aspartame. Et après, il a été aussi invité à Bruxelles au Parlement où je l'ai rejoint. C'était une certaine, on va dire, Corinne Lepage qui organisait ça. Et par quelqu'un de Strasbourg, on m'avait invité à participer à cette réunion publique, soi-disant, sur l'aspartame au Parlement. Le professeur Morando Sofriti était là, et il y avait ce fameux scientifique danois qui était invité, que je n'avais jamais vu vis-à-vis. Et quand ce jeune est arrivé, je croyais que c'était un journaliste, en fait c'était le scientifique danois, et qui posait des questions au professeur Sofriti, et je me suis dit, tiens, ça doit être un journaliste, en fait c'était lui. Et en discutant, parce qu'on cherchait tous nos badges, il y avait aussi le docteur Laurent Chevalier, je peux le dire, de Montpellier, qui est nutritionniste dans une clinique et dans un hôpital là-bas et qui a son cabinet, et qui depuis 2007-2008 commence lui aussi à dénoncer l'aspartame en partie, sans tout dire, car il subit des pressions, il me l'a dit au Parlement. Et donc du coup on était tous les trois, et ce jeune Danois, figurez-vous, a eu la lumineuse idée, il y a plus d'une dizaine d'années, de donner des boissons light à des femmes enceintes, mais pas 4 ou 5, plus de, je crois que c'est 49 000, c'est énorme, au Danemark, pour voir ce que ça faisait. Donc certaines ont mis une canette, d'autres plus, et cette étude n'aurait jamais dû être mise en place, jamais. Parce que les premiers cas de formation du cerveau, donc c'était déjà en 85 aux États-Unis, dans ce livre qui est assez imposant, qui fait 1020 pages, on a des cas des années 88, d'enfants morts-nés ou déformés à la naissance au niveau cérébral. Et si cet expert danois, il y a 10 ans ou 12 ans, avait fait des recherches, il aurait trouvé toutes ces sources. Pour revenir, par exemple, au professeur de l'Institut européen Ramazzini, donc le docteur Sofriti, lui-même a déclaré qu'un haut dirigeant de l'EFSA avait admis en privé, que s'il confirmait ses études, des études qu'il avait fait sur des rats, en l'occurrence, sur des femelles, il devrait alors interdire l'aspartame dans les heures qui suivaient. Oui, c'est vrai. Belle révélation qui a été lâchée, entre autres. Oui. On a eu aussi Eric Milston, professeur de politique scientifique, qui a dit tout simplement, s'ils admettent qu'ils ont fait une erreur, cela entraînera une perte de confiance, et puis ils craignent sans doute que cela ouvrira les vannes. Il y a des gens qui risquent de dire, peut-être n'avez-vous pas fait une seule erreur, mais plusieurs erreurs, peut-être même que tout le processus est défectueux. Tout à fait. Je connais Eric Milston aussi en personne, et c'est tout à fait ce qui se passe. Donc le problème c'est ça, c'est si l'EFSA, il n'y a pas que l'EFSA, hein, il y a l'ANSES aussi en France maintenant malheureusement, je suis furieuse contre cet organisme, si ces gens-là avouent que depuis 35 ans, ils ont laissé sur le marché un tel poison qui a provoqué, selon un expert à Barcelone, le professeur Alemany, qui a pu déjà provoquer, je suis désolée, 200 millions de morts dans le monde, c'est énorme. Là, on ne va plus avoir confiance en ces autorités et c'est la porte de Pandore à d'autres révélations pour faire démonter tout le système, ce que je souhaiterais idéalement. Mais forcément, les lobbies étant très puissants et ayant des conflits d'intérêts avec l'EFSA, entre autres, la FDA, etc., eh ben, ces gens-là vont continuer à mentir. Et ce qui m'énerve le plus, c'est que l'EFSA, depuis une semaine, 10 jours, commence à dire dans tous les médias « l'aspartame n'est pas dangereux », avec un raisonnement étourdissant, en se basant sur des études vieilles de 40 ans et payées par le laboratoire américain à la base, CERN, avec la décomposition de l'aspartame, donc le méthanol, le problème de la décétopépérazine, et ils se basent sur des études de 40 ans qui n'ont pas été indépendantes à la base. Et donc maintenant ils disent, voilà, pour se donner bonne conscience, entre guillemets, on va faire une enquête publique. Donc ça, on s'attend que le public français, par exemple, puisse témoigner, dire j'ai ça, ça, ça. Mais quand on a creusé un petit peu avec les bénévoles de l'association en Écosse et en Angleterre, on a réalisé que ces derniers mois, l'EFSA a rédigé un texte de 245 pages qu'en anglais, avec 7000 à peu près lignes, numérotées,
et qu'il y a un petit lien internet où on peut mettre un commentaire, mais il faut se référer à des lignes précises du texte de 7000 lignes, donc c'est en anglais, et il faut dire pourquoi, pour qui on travaille, etc., et son nom, son prénom et tout ça, et après on a un petit carré où on peut mettre 3000 caractères pour expliquer son cas. Mais tout ça c'est en anglais, donc les Français ne vont pas pouvoir le faire. Et ça c'est très grave. Donc du coup j'ai réfléchi avec mes amis à l'étranger, avec Betty Martini aussi, et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas laisser les Français dans cet état. Et donc j'ai trouvé un moyen qui va être prochainement sur mon site si ce n'est pas déjà fait. Et donc l'idée c'est que les Français ayant été affectés à différents degrés par ce poison puissent me contacter, m'envoyer un email ou contacter à d'autres sites et faire copier-coller de leur message et l'envoyer à qui? À l'ANSES. L'ANSES en France, que j'ai appelé 2 fois et qui était bien embêté avec mes questions, qui ont rédigé un rapport de 29 pages, que je n'ai pas avec moi mais je peux l'envoyer par internet, au mois de juin 2012, concernant le rôle, les effets des édulcorants pendant la grossesse, donc tous les édulcorants, y compris la stevia, la césulfame-K, l'aspartame, etc. Ce rapport fait 29 pages, il suffit d'aller à la dernière page pour voir quels lobbies ont participé à ce rapport, quels scientifiques français aussi, ils ne sont pas très nombreux, et on a toute la panoplie des lobbies concernés, dont le fabricant d'aspartame, les boissons, les sodas, etc., qui ont participé à la rédaction de ce rapport de 29 pages. Pour moi, c'est un rapport extrêmement mensonger, et qui parle de DJA, qui parle que les effets sur les animaux, c'est pas comme sur les humains, enfin c'est un tissu de mensonge. Et pendant ce temps, on laisse des millions de femmes françaises consommer des chewing-gums pendant la grossesse pour éviter les nausées, prendre des édulcorants pour éviter trop grossir pendant la grossesse. Il y a même des sages-femmes pendant 20 ans en France qui ont conseillé cet édulcorant aux femmes enceintes sans savoir. Je ne jette pas la pierre aux sages-femmes, ni aux médecins qui ont prescrit des centaines de médicaments à l'aspartame à des enfants ou à des personnes toute leur carrière. Non, les responsables, en l'occurrence, on l'a bien compris sur l'EFSA. Si vous pouvez aussi d'ailleurs, puisqu'on ne l'a pas fait depuis le début, nous préciser qu'est-ce que l'EFSA plus précisément, nous parler aussi du Codex Alimentarius, pourquoi pas, de l'OMS et de tous ces pionniers face à l'EFSA, comité que je vous laisse développer. Alors j'avais sorti un petit magazine tout à l'heure. C'est très grave. Donc du coup ces gens-là, moi l'EFSA c'est très simple, ils ont reçu un expert en 2008 qui s'appelle professeur Ralph Walton. Non, je n'ai pas lu le magazine là. Et donc le professeur Ralph Walton est professeur en psychiatrie, et vous le verrez aussi dans ce film Faux sucre et scandale, où en 1985 il a reçu une patiente à l'hôpital qui faisait des attaques cérébrales et des crises de folie alors qu'elle n'avait pas changé son traitement. Donc il a fait des recherches et très rapidement ils ont découvert qu'elle avait changé quelque chose dans son alimentation. Elle voulait maigrir, perdre quelques kilos, et elle s'était pris à prendre du NutraSweet, donc l'édulcorant américain, pour maigrir. Et c'est ces crises qui ont accéléré ces troubles du comportement plutôt graves. Et donc à cause de l'aspartame. Donc là il s'est intéressé à ça, et à l'époque les autorités américaines avaient dit on vous proposera de l'aspartame pur pour toute tentative d'expérience si vous le désirez. Donc lui il en a demandé et on lui a refusé. Donc il s'est battu, il explique bien dans le film, il a obtenu un petit peu d'aspartame pur par d'autres moyens, et il en a donné à 3-4 personnes volontaires, donc certains patients de l'hôpital et des employés de l'hôpital, dont un médecin et une infirmière. Le problème, c'est que là, c'était l'aspartame pur, donc c'est un vrai poison. Et donc, dès la première ou deuxième boisson, un des médecins qui prenait part à l'expérience a perdu un œil. Donc il a eu il a perdu la vue à un œil, il a eu un saignement oculaire assez violent, c'est pour ça tout à l'heure on en parlait. Donc il a perdu un œil, il a perdu la vue complètement à cet œil-là. Il y a une infirmière qui a eu aussi des saignements oculaires, donc il a tout de suite arrêté l'expérience. Et ça, il en parle très bien dans le professeur Ralph Walton. Et depuis, il a continué pas ses expériences sur l'humain, parce que ça c'était très grave, et il a observé des tas et des tas et des tas de gens qui avaient des pathologies aggravées par l'aspartame, dont maintenant la paranoïa, les tocs, les phobies, les obsessions, les crises de rage, etc. Et moi je suis donc en France, lui il est encore à New York, il exerce encore, il prépare un livre sur tout ce qu'il a appris depuis 85. Et des fois je lui envoie un email et on se prend un rendez-vous téléphonique parce que j'ai des cas extrêmement graves en France. Et ça va depuis l'année dernière, je suis désolée mais je dois vous le dire, jusqu'aux gens sous du genre de boisson comme ça, ou sous des genres d'édulcorants comme ça, ou la panoplie entière, ça peut être des gens qui prennent ça, qui prennent les chewing-gums, qui prennent les édulcorants, puis en plus les boissons. Le tout, oui. Donc du coup, vous avez des choses comme ça qui ne sont pas forcément bienfaisantes, mais qui sont bon marché pour des choses comme ça, et qui se retrouvent à consommer de fortes quantités.
Donc ça s'accumule, ça s'accumule. Les personnes âgées qui ont pris juste 2 sucrètes par jour dans leur yaourt pendant 20 ans, elles auront des symptômes, mais ce n'est pas des gens qui font du sport à haut niveau, ce n'est pas des gens qui... Et elles vont prendre du poids, avoir des migraines, on ne va pas faire le lien. Et ceux qui prennent tous ces produits, plus des fois, je suis désolée, c'est des cas précis que je connais et je peux vous le prouver, qui peuvent prendre, bon ça c'est une nouvelle canette, mais c'est pour écouler les stocks peut-être, et donc c'est très grave, et c'est un demi-litre. Hein. Et donc les gens qui vont prendre jusqu'à 1,5 bouteille, 2 bouteilles par jour, ce qui fait 3 litres, ou 5 litres par jour de ça, j'ai des cas en France, des jeunes, hein, les plus atteints c'est les 23-25 ans, là ça devient une addiction. Et là du coup on a des troubles psychiatriques. Et moi j'ai eu des cas sous ces produits en France, des gens qui ne se connaissent pas et qui ont des pulsions criminelles, qui ont envie de tuer, mais ils n'ont pas d'ennemis, hein. Ils ont des envies de tuer des gens sous ça. Donc bon, la situation globalement est très dangereuse à vous écouter. Certainement, et très certainement pour l'aspartame et le glutamate entre autres, qui tiennent le même rôle que l'alcool et les drogues au point de vue addictif. Tout à fait. C'est voire pire. Je citerai le docteur Russell Blaylock que vous connaissez personnellement. Si on injectait du glutamate directement dans le cerveau d'une souris, elle deviendrait une tueuse de chats. Oui. Alors effectivement, ces paroles sont tirées d'un DVD qui est sorti en 2006 et qu'on trouve maintenant sur Internet, qui n'est qu'en anglais. Vous allez sur Internet et vous tapez Nutrition and Behavior du Dr. Russell Blaylock. Et donc c'est une conférence filmée par son fils sur les effets de la nutrition sur le comportement. Donc bien sûr, on ne parle pas dans cette conférence que d'aspartame ou de glutamate, on parle aussi d'alcool, du sucre, du gluten, du rôle du gluten sur le comportement pour les schizophrènes notamment. On parle d'un tas d'autres produits, des produits laitiers, un petit peu du soja. Et il parle aussi, bien sûr, d'aspartame et de glutamate qui provoquent des troubles très graves du comportement. Et quand il a dit cette fameuse phrase, si on injectait du glutamate dans la partie frontale du cerveau d'une souris, elle deviendrait une tueuse de chats, j'étais choquée. Je me suis dit, là, il exagère. Aux États-Unis, on exagère souvent. Mais en fait, j'ai pu vérifier moi-même, sur des gens que je rencontre des fois lors de mes voyages, les effets du glutamate monosodique. Et notamment en 2010, quand je faisais un long trajet en train, en première classe, il y avait une famille qui monte avec 2 petits garçons, donc 11 ans et 2 ans et demi. Et il faut savoir qu'à l'âge de 2 ans et demi, le cerveau est en pleine croissance et pas du tout protégé par ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Alors qu'un enfant de 11 ans, elle sera un peu plus protégé et un adulte plus protégé. Ça dépend aussi si l'adulte fait du sport intense, s'il est diabétique, s'il vieillit. Cette barrière devient poreuse avec le temps, sous certaines conditions. Et elle ne protège pas de toute façon toutes les parties du cerveau. Donc l'enfant de 2 ans et demi a voulu jouer avec des jouets, des puzzles, des voitures, il était bien. Après j'ai faim, donc la maman a sorti des brioches pour donner à manger des petites brioches. Donc j'ai demandé par intérêt la liste des ingrédients des brioches, ça allait. Donc il n'y avait pas d'arôme, il n'y avait pas d'extrait de levure, il n'y avait pas même pas de glutamate dans les brioches, c'est rare. Et puis à un moment, j'ai faim, et le papa a sorti des timbales en plastique. Je me suis dit, il va sortir de l'eau, du soda ou n'importe. Et à ma grande surprise, il a mis dans la timbale des enfants une poignée de chips aux cacahuètes très connues en France, qui contiennent toutes du glutamate. Là, je me suis souvenu cette phrase sur les souris du docteur Blaylock, et je me suis dit, on va voir ce que ça va faire au petit. Ça ne va pas le tuer sur le coup, sinon on le saurait. Donc du coup, j'ai observé, j'ai regardé l'heure, j'ai dit, on va voir combien de temps il va réagir. C'est passionnant, moi je suis passionnée par ce sujet, le rôle de la nutrition sur le comportement, c'est vraiment un truc extraordinaire. Et donc, 15 minutes plus tard, je dis bien 15 minutes, cet enfant s'est mis à sauter sur le fauteuil, à parler fort, complètement énervé, un petit démon. Et la mère n'arrivait pas à le calmer parce qu'il était assis à côté de la maman. Donc là, j'étais impressionnée, mais je n'osais pas trop rigoler parce que le papa était assez corpulent. Et donc l'enfant incalmable, comme s'il était sous l'électrochoc, il est passé sous la table, il s'est mis debout sur les genoux de son grand frère. Et je vous garantis que c'est vrai. Et là, il regardait les gens derrière et tout. Et d'un seul coup, il s'est mis à sauter à pieds joints sur l'entrejambe de son grand frère de 11 ans, qui s'est mis à crier en première classe, aïe, mes coucougne. Et là, je me suis dit, mais c'est comme ça. Et le père ne rigolait plus, donc il a pris son petit garçon de 2 ans et demi sur les genoux, il l'a mis à plat ventre pour lui faire un câlin dans le dos 2 fois. L'enfant s'est redressé, il a arraché les lunettes du visage de son père, il l'a jeté par terre,
Et là, j'avais un peu, je me cachais pour rigoler. Donc vous me confirmez qu'il y a un réel Ah oui, rapport mais entre le mais bien comportement sûr. et l'alimentation. Je l'ai vu des tas de fois. Et donc cet enfant était dans un tel état de folie, de colère, c'était un diablotin. Le papa est parti avec son fils énervé dans les deux wagons, entre les deux wagons pour pas que ça dérange la première classe. Et la maman était complètement stupéfaite. Donc là, j'ai pris les devants, parce que le père était parti avec l'enfant. J'ai dit, excusez-moi madame, je vous donne ma carte. Elle me dit, oui je sais. Je fais, vous ne savez pas. Tout à l'heure, vous avez donné des brioches à votre enfant, il allait bien. Vous avez même sorti un gel spécial bleu pour enlever le microbe des mains de vos enfants. Mais là, ce que vous avez donné à votre fils, c'est du poison. Des chips de cette marque ne se donnent pas à un enfant de 2 ans et demi, parce que c'est trop tard, elles contiennent du glutamate monosodique. Je suis conférencière sur le sujet, madame, et je sais très bien de quoi je parle. Donc ce glutamate monosodique est un exhausteur de goût qui est en train de détruire les neurones du cerveau de votre enfant pendant 48 heures. Vous n'allez rien en faire de cet enfant, et même ce soir, il ne pourra peut-être même pas dormir. J'ai dit, il ne va pas se calmer comme ça, c'est pas possible. Et ces chips, ça se laisse sur l'étagère de supermarché et ça ne s'achète plus. Je vais vous irez sur mon site pour en savoir plus. Et là, tout le monde écoutait, parce que c'était bon chic, bon genre, moi je travaille à l'hôpital, je sais tout. Non. C'est malheureux de voir un enfant comme ça qui était très sage 15 minutes avant, qui se met dans des états pareils, parce que je sais très bien le mécanisme du passage du glutamate monosodique dans le cerveau, c'est très bien expliqué, et ça suffit de voir ça, c'est possible. Donc elle était comme ça, elle a pris mon marque-page, je l'ai mis dans le sac, l'enfant revient avec le père, qui le met debout, il ne peut pas s'asseoir sur le fauteuil, il sort des assiettes et des couverts pour servir de la salade de tomates. Et il dit aux enfants, quand vous aurez fini vos tomates, vous aurez encore des chips au dessert. Je me suis dit, ah non, par pitié. Mais l'enfant était tellement excité et énervé et incontrôlable qu'il n'a même pas mangé 2 tranches de tomates. Il n'a pas fini ses tomates, heureusement, sinon il y aurait des chips encore au dessert. Mais le père, c'était monsieur assez imposant, je n'allais pas lui expliquer. Mais il n'y a pas de quoi devenir un peu paranoïaque en soi quand on se dit qu'il faut se méfier de tout. À savoir, il y a d'autres exemples aussi, en mettant de côté l'aspartame et le glutamate. Par exemple, il y a le fluor, dont on vante les bienfaits pour la santé des dents. Il y a l'aluminium qui se fait de plus en plus présent dans l'eau, Oui, que l'on boit tous les jours. dans les déodorants. Il y a le BPA, le bisphénol A aussi, qui a été interdit soi-disant récemment, il y a même une campagne télévisuelle qui a été faite à la télé, j'avais rebondi à ce moment-là, très très récemment. Certaines prises de conscience se font. Quelles sont pour vous, quelle est pour vous l'échelle de dangerosité par rapport à tous ces produits? Quel est le plus dangereux? Celui qui, à court terme, pourra le plus nous affecter, par exemple, ou à long terme, dans les deux cas. C'est très simple. Ici, nous avons un des meilleurs livres du docteur Blaylock, donc qui est malheureusement de 97 et qui voudrait mettre à jour. Donc c'est Excitotoxine, le goût qui tue. Le docteur Blaylock était un neurochirurgien très célèbre dans le monde entier, sauf en France, et aussi nutritionniste extraordinaire. Et donc il a écrit ce livre après avoir lu celui-ci il y a plus de 20 ans. Donc ça c'est un des meilleurs livres au monde qui est tout petit sur le glutamate monosodique du docteur Schwartz. Et quand le docteur Blaylock a lu ça, il s'est dit c'est pas possible ce que je lis. Et là on explique bien dans ce livre que le glutamate monosodique agit sur le cerveau comme de la drogue. Il compare ça à la cocaïne aux États-Unis, à la télé, alors qu'en France on ne dit rien. Et donc du coup, ils expliquent qu'on en trouve aussi des fois pulvérisé sur les feuilles de tabac, les cigarettes. Ils donnent des marques, ils donnent des idées pour reconnaître le nom du glutamate, etc. Donc ça provoque cette addiction et ces troubles du comportement assez violents, chez les enfants particulièrement, et aussi chez les personnes âgées qui ont un cerveau plus fragile. Et donc moi j'ai vu une grand-mère en maison de retraite réagir 25 minutes après un bol de soupe au vermicelle avec ce bouillon marron qui sent le glutamate à 10 mètres. Et elle était tout à fait cohérente dans son langage jusqu'à la soupe. Et 25 minutes après la soupe, elle a commencé à traiter le personnel de nom d'oiseau, les autres patients de grossièreté, et à faire une crise de démence au niveau d'une émission qui serait passée soi-disant à la télé. Et j'arrivais pas à la calmer. Donc j'ai commencé à mettre mon grain de sel, comment dire, même si le glutamate ressemble à du sel, et j'ai posé des questions sur la composition du bouillon qu'on lui a donné à manger. Ça n'a pas plu au personnel, parce qu'ils avaient l'impression d'avoir empoisonné leurs patients. Et je me suis fait convoquer par la directrice dans son bureau, qui savait très bien qui je suis, et à qui j'avais confié un dossier sur le glutamate et sur l'aspartame pour le montrer aux gériatres, parce que dans de nombreuses maisons de retraite, on donne encore des édulcorants de table aux personnes âgées diabétiques ou aux gens qui ont encore Alzheimer.
Même en hôpital, on leur donne des limonades à l'aspartame, alors que cet édulcorant provoque largement... Une aberration. Ouais. Voilà, une aberration. Et ça continue aujourd'hui. Et donc du coup, dans ce livre, c'est très bien expliqué, dans celui-là aussi, mais le docteur Russell Blaylock aux États-Unis dénonce aussi le fluor depuis longtemps, dans de nombreuses vidéos en anglais malheureusement. Il dénonce aussi la toxicité des vaccins dans d'autres livres qu'il a, et il dénonce aussi la toxicité du soja entre autres, etc. etc. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment, qui a une grande connaissance, qui est très connu et très populaire, et qui a pris sa retraite en 2005. Et en fait, il a continué ses recherches après sa retraite, et là il a découvert encore plus d'informations sur le glutamate monosodique, etc. Et tout ça n'est pas publié en France. Donc le fluor, bien sûr, c'est un énorme scandale aux États-Unis. Il y a des livres, il y a des films, il y a des tas de reportages dessus en anglais. En France, on n'y est pas encore, je suis désolée. Et donc, du coup, pour le fluor, il y a un médecin français qui n'habite plus en France, mais c'est le docteur Bernard Montin, qui a fait un livre chez Très Daniel il y a plusieurs années qui s'appelle Fluor, une erreur majeure. Comment faire autrement? Bon, c'est un livre qui est facile à lire, qui est écrit assez gros en français, qu'on peut lire rapidement en une journée. Hein. Et là, on apprend que finalement, c'est pas du tout ce qu'on a fait croire, que quand on en donne au bébé en gouttes, selon les conseils du pédiatre, il y en a encore qui le font aujourd'hui en France, et ben, du coup, on fait croire que c'est pour renforcer les futures dents, etc., ce qui est faux. Et le souci, c'est que ça va affecter plus les petits garçons que les petites filles. Et en grandissant, les petits garçons à qui on aura donné du fluor en gouttes ou en comprimé, ou autre, je ne sais plus quelle forme ça a, tout petits, peuvent développer ce qu'on appelle des cancers des os. Je connais un cas en France. Et donc, on ne prévient pas les parents. Donc moi, je fais souvent des ateliers pour de nombreuses familles en même temps, pour des associations. Et quand on fait une conférence le samedi soir, le dimanche matin, on propose des fois de faire un monstre avec les emballages. Là, j'ai des mamans qui m'ont apporté des doses de fluor qu'elles donnaient aux enfants, qui m'ont apporté des médicaments à l'aspartame pour bébé, qui m'ont apporté des colorants qu'elles mettaient dans leur plat préparé, etc. Mais c'est cancérigène. Et donc là, avec tous ces emballages, on fabrique un monstre pour symboliser l'horreur que ça peut représenter. Et pour que, en faisant, les enfants et les mamans viennent m'aider, et en faisant le geste d'aller coller, ça peut être ça peut être un médicament à l'aspartame, ça peut être ça, eh ben je le colle sur ce monstre, mais je n'en achèterai plus. Tant pis. Ils n'ont qu'à vendre des produits sains, ils en sont incapables. Donc après, bien sûr, quand on a des experts comme ça qui dénoncent la toxicité du fluor, le fluor, malheureusement, c'est pas que dans les dentifrices. J'ai vu. Donc quel autre produit, par exemple? L'eau du robinet, certaines sources de soja. Le soja est une plante qui absorbe le fluor des traitements qu'on lui impose ou de l'air, etc. Et donc quand on mange trop de soja industriel, on se retrouve des fois avec plus de fluor aussi. C'est très bien expliqué dans le livre du docteur Bernard Montin qui est en français. Mais en anglais, il y a des livres beaucoup plus complets, il y a des vidéos, il y a des reportages. Et là, on ne dit rien. Et certains disent aussi que quand on fait chauffer des plats dans des poêles en téflon, il peut se dégager aussi des fois du fluor. Et on ne dit rien, quoi. Et donc le fluor, bien sûr, va affecter le corps du consommateur et parfois le comportement, le cerveau, le système nerveux. Mais bien sûr, si vous imaginez qu'il y a des chewing-gums au fluor sans sucre, vendus des fois en pharmacie, donc là vous mâchez un chewing-gum au fluor avec de l'aspartame. Donc évidemment, l'aspartame interagissant avec les métaux lourds, donc si vous avez par exemple des amalgames dentaires et vous êtes fait vacciner avec de l'aluminium et que vous mettez des déodorants à l'aluminium, vous avez ces métaux lourds qui vont dans le cerveau, bien sûr, par voie cutanée ou par voie orale, et vous mâchez en plus un chewing-gum au fluor et à l'aspartame. L'aspartame va vous permettre à vous faire intoxiquer plus rapidement aux métaux lourds, donc mercure des dents, aluminium, des boîtes de conserve, etc., des tas de choses. Hein. Il y en a qui font encore de la cuisine avec du papier alu, ils ne sont pas au courant, ou dans des casseroles en alu. Il y en a beaucoup, effectivement. Il y a eu toute une génération de grands-parents qui ont cuisiné avec des casseroles en alu, des tas d'ustensiles en alu. Et donc maintenant, ça se voit moins, ça commence à être interdit depuis un certain nombre d'années dans les cantines, mais il y a encore des gens qui vont louer des énormes marmites en alu pour faire des grands événements, et parce que c'est moins cher et c'est plus léger. Et voilà, donc il y a encore des casseroles neuves et des poêles à crêpes en alu vendus, et des cafetières, parce que c'est léger, c'est moins lourd et c'est moins cher. Et ça existe encore, il y a encore des usines qui fabriquent ces matériaux-là pour cuisiner. C'est une aberration parce que au contact de la chaleur, l'aluminium passe dans le plat, la soupe, le gratin, etc. Et il y a encore des cantines, du moins en 2007 quand j'ai été invitée dans une cantine d'un collège, où on servait du chou-fleur béchamel. Donc la béchamel, c'est les sauces farcies au glutamate, avec du chou-fleur dans d'immenses plats en aluminium chauffé. Donc là, l'enfant, à la cantine,
mangent du chou-fleur béchamel au glutamate avec des traces d'aluminium. Comment voulez-vous que ces élèves puissent se concentrer à 14h30 en cours? C'est techniquement impossible. Donc moi j'ai eu un cas très grave dans les Cévennes, je ne dirais pas le nom du village. J'étais invitée pour faire une conférence pour des élèves de 6e, 5e sur les additifs alimentaires. Et arrivé là, quelques jours plus tôt, la prof me prévient qu'il y a trop de violence dans le collège. C'est une histoire vraie, hein. Et qu'il n'y aura pas beaucoup d'élèves, ils utilisent leur droit de rétention ou de grève, je ne sais pas. Donc les profs se rassemblent, il y a un nouvel système, pour discuter de la violence dans ce collège et pour demander plus de surveillants. C'est pas ça la solution. Mais bon, ils n'étaient pas au courant. Donc du coup, je dis, qu'est-ce que je fais? Je viens pas. Elle me dit, viens, s'il y a quelques élèves, tu pourras leur parler, et puis sinon, tu parleras au prof. Bon, j'arrive avec mon matériel, tout ça. Et on me présente quelques élèves avec un prof d'anglais qui m'a acheté un chewing-gum. Donc j'ai avec 8 élèves, bon, ça ne peut-être pas le coup. Et on me dit, attends-nous dans la salle des profs, on arrive, on fait une réunion. Il y avait une dame qui était là, qui est prof d'espagnol. Donc quand vous allez sur Internet et vous tapez Dieudonné l'institutrice, on y est. Il exagère à peine, on y est. Je suis désolée, moi j'adore ce sketch. Je pourrais le regarder tous les jours, j'en rigole encore. Mais on y est. Parce que quand il parle des enfants qui s'attaquent à coups de compas et de ciseaux, on y est. En France, moi j'ai 46 ans pour tout vous dire. Et quand j'avais 15-16 ans, au lycée et au collège, il n'y avait pas d'obèses morbides, il n'y avait pas d'épileptiques, on ne s'attaquait pas à coups de compas et de ciseaux ni au couteau, il n'y avait pas de revolver, il n'y avait pas d'enfants qui s'entretuaient dans la cour, ou d'institutrices qui s'imolaient par le feu dans la cour pour protester. C'est arrivé en France aussi, il faut arrêter. Et donc il n'y a pas que les enfants qui mangent ces produits-là, il y a aussi les profs qui se farcissent au chewing-gum et qui deviennent violents sur les élèves. Et il y a des élèves qui deviennent violents entre eux à cause de ce qu'ils mangent. Mais alors pour expliquer ça à 35 profs qui découvrent le sujet d'un seul coup, j'ai eu du mal. C'est très, très, très grave. Et cette prof d'espagnol me dit, madame, à côté du collège, il y a un étau. Mais c'est ça, hein. Les enfants vont acheter des chips, à 10h ils mangent les chips dans la cour, à 10h35 des élèves de 6e à 12 ans s'attaquent à coups de ciseaux et de compas et reviennent le lendemain avec des couteaux de la cuisine de leur maman pour s'entretuer. Je dis, ça va pas, non? Donc, selon vous, n'est pas arrivé une sorte de point de non-retour? Parce que, on peut prendre les chiffres par exemple. Il y a à peu près 55% des cancers recensés, d'après des études objectives, oui, qui sont dus à ces fameux additifs alimentaires. Qui sont liés à l'alimentation. À l'alimentation. Il n'y a pas que les additifs qui font des cancers. Les premières études par rapport au lien entre l'hyperactivité, les troubles du comportement et les colorants ont commencé avec l'association PenGold aux États-Unis il y a 35 ans. Donc, dans les années 70, on en a parlé aux éducateurs spécialisés en France, de l'interaction entre les colorants sur le comportement des enfants. Puis ça a été enterré sous le tapis parce qu'on a des usines de colorants en France et ailleurs en Europe. Et donc du coup, maintenant on se retrouve avec des paquets de 800 grammes de fausses fraises enrobées de sucre et de colorants. On se retrouve avec des schtroumpfs bleus, des crocodiles toutes les couleurs. Et vous avez les enfants qui sont là, « Oh maman, je préfère les crocodiles jaunes, moi je préfère le rouge. » Et c'est visuel ça, le colorant il n'a pas de goût. Et donc du coup, l'enfant va se farcir de sucettes qui tachent la langue. Ça c'est un poison abominable, avec du E133 qui est un colorant très dangereux, qui est du bleu, turquoise. Et donc du coup, c'est pour faire plaisir. Le colorant fait plaisir à l'œil, mais il ne va pas que sur la langue, il va dans tout le corps et peut provoquer à la longue, bien sûr, des cancers à plus ou moins brève échéance, selon la quantité. Mais aujourd'hui, les doses de glutamate sont illimitées dans la nourriture, donc c'est caché dans les arômes, c'est caché dans différents produits, et l'addiction est instantanée, on finit le paquet de bonbons, on sent mal après des fois, mais on va surtout en racheter parce qu'on s'est dit c'était bon. C'est pas parce que c'est bon au goût que c'est bon pour la santé, il faut comprendre ça. Donc quand je vais voir des enfants, j'utilise l'histoire de Blanche-Neige avec cette nain. On parle de la sorcière, qui sait, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle est belle, est-ce qu'elle est intelligente, machin. Et on arrive, quand elle apporte sa pomme empoisonnée, pourquoi elle ne mange pas sa pomme? Ah ben parce qu'elle sait ce qu'elle a mis dedans. À qui elle la donne? À Blanche-Neige. Pourquoi Blanche-Neige la mange? Ben, Blanche-Neige, elle est jolie, mais elle est un peu naïve, elle ne sait pas. Bien sûr qu'elle ne sait pas. Mais Blanche-Neige, elle n'a pas existé. Et donc après, je regarde l'assemblée des enfants, j'en ai vu 45, des petits, des 4 ans, 5 ans. Une fois, j'ai fait des 2-4 ans, ils étaient 18, c'était incroyable. Alors on a fait un jeu, ils ne savaient pas lire. Ils ont repris. C'est ça qui est magique. Et donc je ferme le livre de Blanche-Neige, je dis, Blanche-Neige n'a pas existé, vous êtes des vrais princes et des vraies princesses pour vos parents vous aiment, ils pensent vous faire plaisir en vous achetant les produits que j'ai sur la table, mais nous, on va devenir des détectives d'étiquettes et on va lire les produits de la sorcière Harry-Moche, de la sorcière Ferrero, de la sorcière Fridan, de la sorcière Coca-Cola, etc. pour voir ce qu'il y a dedans, après vous en mangez ou pas. Et les enfants, ils comprennent comme ça, plus vite que les parents, même à 3 ans. Alors qu'est-ce qu'on fait?
On arrête ou on continue? Eh bien on continue, parce que la simple et bonne raison, vous allez sur internet, et vous, sur les chaînes où il y a des vidéos, les sites où il y a des vidéos, et vous tapez enfant au pluriel tube à essai sur pattes, enfant tube à essai sur pattes, et vous voyez cette petite vidéo de 5-7 minutes, qui a été tournée en 2007 en Australie avec Sue Dungate, qui est une femme extraordinaire qui depuis 21 ans apprend aux enfants, dans les collèges, les lycées là-bas en Australie, à lire les étiquettes. Et elle a fait plusieurs vidéos là-dessus, dont celle-là qui est assez remarquable et sous-titrée en français par quelqu'un que vous connaissez, il y a 3-4 ans. Et donc du coup, ça permet aux Français d'avoir un peu d'informations, une goutte dans l'océan. Et donc elle va dans une école primaire, c'est pas un collège, hein, c'est une école primaire, elle apprend à tous les enfants à lire les étiquettes. La cantine reçoit une liste d'additifs à éviter, on l'a jamais fait en France, j'insiste et je veux le faire. Et les parents reçoivent une liste d'additifs à éviter. Pas pendant 6 mois, pendant 2 semaines. C'est pas long. Et donc ils s'y mettent. Les caméras reviennent à l'école 2 semaines après. Tous les enfants vont mieux. Les parents témoignent, les enfants témoignent. Il n'y a même pas un enfant puni dans l'école pendant 2 semaines. Ils écoutent mieux, ils réfléchissent mieux, ils dorment mieux, ils ont moins d'insomnie, ils ont moins d'eczéma, ils ont moins de tremblements d'espace et d'hyperactivité. Et il y a plein d'enfants qui témoignent, c'est extraordinaire. Et à la fin, elle explique, voilà, c'est trop compliqué aujourd'hui pour les parents de lire toutes les étiquettes. Il faudrait que les États retirent ces foutus additifs de la nourriture. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Tous les enfants vont mieux. Donc ça, c'était dans une école primaire en 2007 en Australie. Il y a eu des tas d'expériences aussi en Angleterre, en Italie, sauf en France. Et aux États-Unis, je crois que c'était en 2008 ou 2009, ils ont fait une expérience d'un collège qui s'appelait Appleton College dans le Wisconsin. J'ai le DVD chez moi. Et donc, du coup, ce collège, il y avait des adolescents qui arrivaient avec des revolvers, des couteaux, des tentatives de suicide, de l'absentéisme, de la violence, des dégâts dans l'établissement. Ils avaient, dans le film, on le voit, un policier à plein temps avec menottes et revolver pour faire la discipline dans le collège. C'était le collège le plus catastrophique du Wisconsin. Donc, la différence est notable. Ah oui, ils ont changé l'alimentation du jour au lendemain dans tout le collège, en impliquant bien sûr un peu tout le monde. Ils ont dépensé plus d'argent pour une meilleure alimentation. Et ça a duré 3 ans l'expérience, pas 2 semaines. Hein. Et donc, tous les élèves allaient mieux. Donc, ils ont fait un film qui est compris dans un DVD où on parle aussi des OGM, où il y a Jeffrey Smith, cet excellent spécialiste des OGM aux États-Unis, qui explique, le titre du DVD, c'est « Danger caché dans la nourriture des enfants ». Et là, on arrive à ce reportage dans les écoles, où le collège, ça a marché, donc ils vont à l'école maternelle à côté, ils font encore l'expérience. Donc l'idée, c'est que les enfants mangent une nourriture saine, plus de colorants, plus de soda, plus de machin. Donc le matin, ils boivent des milkshakes avec des oméga 3 et compagnie oméga 6. Et donc ils mangent tous sainement. Et là, vous avez des enfants qui courent dans la cour, qui font du sport aussi, ils font plus de sport, ils apprennent plein de choses. Et il y a une institutrice qui est dans la cour et qui dit, une phrase qui m'a choquée, « Nous sommes en face d'une génération d'enfants qui est plus malade que celle de ses parents et qui risque de disparaître avant leurs parents. » Et ça, si vous regardez le film « Nos enfants nous accuseront », vous voyez le début tout début du film, il y a un docteur Meyer, je crois qu'il s'appelle, un Américain, qui est devant une immense assemblée et qui dit la même chose. Il dit « Nous sommes en face d'une première génération d'enfants qui est plus malade que celle de ses parents. » Donc moi, sur le coup, ça choque, des phrases comme ça, c'est évident. Mais j'ai fait un atelier un jour pour des 5-6 ans dans une école à Paris. Et puis j'ai vu les enfants qu'ils étaient. Hein, et il y a un petit garçon, il a dit, moi je bois 10 verres de soda zéro par jour. À 8h, et à 8h du soir, j'en bois encore. Et à 1h du matin, je ne suis toujours pas couchée. Il y en avait un, c'était 7 verres par jour. Donc là, c'est les parents qui achètent ça. Et cet enfant de 6 ans, il avait des jambes qui tremblaient en cours. Et il s'endormait sur la table à maternelle au lieu d'écouter la maîtresse. Ouais. Lui, il ne dort plus. 6 ans. Non mais moi, j'ai halluciné. Donc il y a un gros problème de désinformation. Il faut changer les choses. Donc j'ai eu le plaisir, il n'y a pas très longtemps, parce que en France, il va y avoir une première étude sur le lien entre l'alimentation et le comportement qui va être mise en place au mois de juin. Et ça, on va vous le dire. Et ça sera suivi par le ministère de l'Éducation, figurez-vous. J'aimerais bien y aller. Mais seulement, ils ne vont pas faire aussi des reportages aussi pertinents qu'en Australie ou aux États-Unis. Et donc, en cherchant des sources pour cet expert qui va participer en France à cette étude en France, j'ai trouvé que cette expérience faite à Appleton College aux États-Unis s'est multipliée dans d'autres États, aux États-Unis toujours, et ça a toujours marché. C'est concluant. Ah, c'est concluant. Vous arrêtez, surtout à cet âge-là, quand on est un enfant ou un adolescent,
on grandit encore, c'est plus facile à désintoxiquer et à s'en remettre qu'une personne âgée qui a pris 30 ans d'édulcorant. Alors la tâche est notamment difficile, sachant qu'on n'a pas parlé par exemple de la gélatine de porc. Vous pouvez nous en parler aussi, faire une petite parenthèse si possible par rapport à cette fameuse gélatine de porc que vous avez évoquée sur ce fameux reportage Mâche et crève sur France 3. Ah ben j'ai le bocal là, vous voyez. Je vais vous le prendre. C'est dans la valise, c'est dans un torchon, c'est caché, au milieu. Attention, c'est Oui, arme parce que si secrète. ça casse, ça sent mauvais. Ah. Donc, ah bah oui, la gélatine de porc se Vous dégrade. savez voilà. de la gélatine Oui. de porc. D'accord. Voilà, Génial. donc, Vas-y. il y a un autre bocal avec des bonbons, allez-y. Donc en fait, ce qui s'est passé, il y a eu ce fameux reportage qui était quand même bien fait, on va dire, on ne peut pas critiquer toujours les médias français, même si je leur en veux énormément. Il y a eu un très bon reportage qui s'appelait les lourds dossiers du Light, qu'on peut retrouver encore sur Internet. Et donc quand j'ai regardé ça, ça traitait différents ingrédients dans la nourriture, dont la gélatine de porc, l'aspartame, etc. C'était assez impressionnant. Et donc je me suis dit, bonne idée. Quand ils ont été filmés, cette usine belge qui reçoit 150 tonnes de couenne de porc par jour des abattoirs de l'Europe de l'Est pour la transformer en gélatine de porc, pour les bonbons, les pellicules photos, les shampoings, les yaourts, etc. J'étais assez choquée par ce reportage. Donc il est sur mon site aussi, si on va sur www.santéendanger.net, il y a le coin des enfants, il faut bien les aider. Donc il y a des dossiers sur différents produits que les enfants adorent, dont un dossier gélatine. Et à la fin, on peut voir la vidéo, qui est aussi sur Internet, hein, de toute façon. Et là, je me suis dit, je sais ce qu'il faut faire. Donc, j'ai pris un bocal que j'ai rempli de bonbons gélatineux. Donc, ces bonbons, ils ont à peu près plus de 3 ans maintenant. Donc, ça ne moisit pas, vous voyez. Donc, du coup, je montre aux enfants ça, tout de suite, même les ados de 16 ans. Ah, on va les manger. Je fais non. Ils ont 4 ans. Ah bon, ça n'a pas moisi? Non. Donc, on fait réfléchir l'enfant et c'est eux qui doivent, ou les ados, qui doivent trouver des réponses. Avec quoi c'est fait? Pourquoi c'est coloré? Pourquoi cette couleur n'est pas gris, marron et vert? On aurait moins envie. Donc, quelle couleur, quel colorant c'est? Donc, il faut qu'ils se souviennent que ça, c'est du E133, ça, c'est du E104, ça, c'est du E124. Qu'est-ce que c'est? On regarde dans le livre, on voit les effets secondaires. Donc, souvent, problèmes respiratoires, insomnie, troubles du comportement, des fois du cancer. À forte dose, hein. Et les enfants en mangent énormément aujourd'hui. Tout à fait. Donc, beaucoup plus qu'il y a 40 ans. Et donc, après, il faut qu'ils disent ce qu'il y a dedans. Et c'est extraordinaire. Il y a des enfants de 8 ans qui me disent c'est de la gélatine, de la graisse de putois. Des filles de 14 ans qui m'ont dit c'est de la graisse de baleine. Vous imaginez les baleines chez Harry Moche? C'est très grave. Et donc il y en a toujours un moment ou un autre qui dit c'est de la graisse de porc ou de la gélatine de porc. Et là les enfants se regardent, non, il n'y a pas du cochon dans les bonbons. Donc je choisis un enfant un peu énervé, excité. Il vient à côté de moi pour ne pas déranger ses camarades parce que je ne viens pas tous les jours. Et caché dans un torchon, je lui fais tenir ce bocal-là. Et je dis vous n'avez pas peur? Alors les enfants de 7-8 ans, non, on est fort, on n'a pas peur. Je dis ok. Et votre petit copain, il va en retirer le torchon à 3, on va tous compter jusqu'à 3, donc ça fait un peu de suspense. Et je vais vous montrer ce qu'il y a dans les bonbons. Mais avec les mamans, ça marche aussi. Hein. Et donc on retire le torchon au bout de 3, donc ce bocal, il doit avoir 4 mois. Et là, c'est le choc. Et là, c'est... En D'accord. conférence de presse, je l'ai fait. Et les journalistes ont crié, quoi. Là, j'ai J'imagine. pris des peaux de cochon où il y a des poils encore, des morceaux de tampons. Ah oui, l'exemple est marquant en l'occurrence. Oui, Et là, effectivement. là, on réalise qu'on mange c'est intelligent en quelque part par l'industrie. C'est de la couenne de porc. Donc quand vous savez que ces porcs, ils ont été élevés où? Dans des vaches industrielles, En batterie, oui, j'imagine. en batterie, ils ont mangé des additifs, des OGM, ils ont été vaccinés, ils ont sont médicamentés, et tout ça, ça reste dans la graisse. Et c'est transformé en filaments glutineux avec des acides, puis séché en poudre où on rajoute un peu de glutamate, et on revend ça 5 € le kilo chez Harry Moche pour faire des tonnes de bonbons pour gagner 2 milliards d'euros. Ça suffit. C'est hors de prix en plus. Ah ben au kilo, ça va en magasin, je sais plus, mais ça peut aller jusqu'à 35 € le kilo. Oui, au cinéma, ça peut aller encore au-delà. Dans Ah les oui, cinémas, j'imagine. par exemple, Voilà. oui, effectivement. C'est très grave. Donc tous ces bonbons sont cancérigènes, mais on ne veut pas le dire. Donc vous parliez des médias français, vous disiez que vous avez des griefs contre eux, Oui. ce qui peut se comprendre entre nous. Et à cela, je voulais ajouter une question. En citant le docteur Peter Infant, épidémiologue, qui a dit, je cite, « La littérature scientifique est constamment polluée par des études qui ne sont pas faites correctement. » Et il enchaîna par la suite. « S'ils n'arrivent pas à te battre sur le terrain de la science, alors ils auront recours à des attaques personnelles. » La question s'ensuit, avez-vous eu recours à des attaques personnelles de la part de lobby, du gouvernement ou de qui sais-je encore? Oui, tout à fait.
Moi, je suis rentrée en France en 2004, après un divorce très long et très douloureux. Et avec la ferme intention d'écrire ce livre, puisque j'avais brutalement découvert la vérité sur l'aspartame fin 2003, grâce à la mise à jour de ce petit carnet bleu de Madame Bounce Find Out, qui avait mis à jour son livre pour la première fois depuis 16 ans, et donc où elle parlait du livre du docteur Blaylock sur les excitotoxines qui détruisent le cerveau et qui provoquent des problèmes de santé terribles. Donc j'avais ce livre avec moi, un autre livre sur les additifs. Je suis rentrée en France et j'avais découvert des preuves vidéo sur le mauvais comportement de mon ex-mari qui était accablante, et avec ça je me suis dit c'est bon, on ne verra plus. Donc cet individu a travaillé pendant 14 ans à haut niveau dans l'agroalimentaire. Le comble du comble. Ah oui, le comble, moi c'est la totale. Et je m'étais dit, avec ces preuves-là, il ne va plus nous embêter. Mes filles avaient 6 et 9 ans quand je suis rentrée en France. Elles avaient vécu des choses très difficiles, on ne va pas tout dire là. Et donc mon but c'était de les protéger. Donc elles étaient suivies par des neuropsychiatres, des gens spécialisés pour les aider à surmonter ces épreuves et ces souvenirs. Et le but c'était qu'on écrive ce livre. Donc Mélodie, qui avait 9 ans, m'aidait beaucoup. Et rentrant en France, j'avais découvert un tout petit peu de vérité. Elle me dit, maman, on va aller sur Internet et on va trouver la fameuse liste des 92 effets secondaires de l'aspartame qui est reconnue aux États-Unis depuis avril 1995. Et on va compter ce qu'avait papa. Et moi, j'avais pas trop envie de le faire parce que j'avais encore un peu peur de cette vérité. Et on a pris cette liste toutes les deux, elle avait 9 ans. Et on a compté tous les symptômes qu'avait mon ex-mari pendant ces années-là. On est arrivé à 37. Et j'étais absolument choquée. Et j'ai continué à chercher, et tout en écrivant ce livre. Et dans mon esprit, puisque ça avait affecté ma famille, ça avait sûrement affecté d'autres familles. Et petit à petit, en écrivant un livre, j'ai rencontré plusieurs gens lors des conférences, lors des rencontres dans la rue, partout, qui avaient tous le même problème, les mêmes addictions à ces boissons, ces chewing-gums, ces machins et ces problèmes. Donc le livre est sorti après beaucoup de recherches, beaucoup de contacts, avec des experts au niveau international, parce que je ne suis pas scientifique à la base. Donc bien sûr, j'ai tout de suite contacté le docteur Blaylock. J'ai eu la chance de pouvoir contacter le docteur Roberts aux États-Unis, qui fait plus de conférences ni interviews depuis 2-3 ans. Et j'ai contacté différentes personnes. Entre-temps, un directeur de magazine gratuit m'a demandé d'écrire un article sur l'aspartame pour son magazine en novembre 2005. D'accord ? Donc, je l'ai fait, parce que j'avais tant de connaissances dans le domaine, et j'ai écrit un article de plusieurs pages sur l'aspartame qui a fait le tour de France début novembre 2005, qui était distribué à plus de 190 000 exemplaires gratuits en France, en Belgique, etc. Donc il y a une personne, j'ignore laquelle, a bien sûr pris cet article et l'a envoyé au géniteur de mes filles, que je ne peux pas appeler père quand même. Et donc du coup, cet individu a vu l'article, il a vu que je traduisais bénévolement Sweet Misery, ce film sur l'aspartame, que j'étais bénévole pour Mission Possible Internationale. Il a fait croire que je travaillais pour ces gens et que je gagnais des sous pour m'enlever ma pension alimentaire. Donc il a réussi, parce que j'ai pas pu, malgré les fax envoyés par ces personnes concernées à la justice anglaise, j'ai rien pu faire. Et dans la foulée, bien sûr, quand cet article est sorti, l'Association internationale pour les édulcorants a écrit au directeur du magazine, voici la lettre, en disant que l'article appelé Aspartame, un poison violent était rempli d'erreurs et c'était mensonger. Donc j'étais repérée, puisqu'à la fin de l'article, il y avait une adresse où on pouvait m'écrire dans la région où j'habitais, et je suis persuadée qu'à cette époque-là, ils ont vite fait le lien et ont dû chercher des informations sur ma personne. Donc le directeur du magazine a répondu en disant « J'ai bien reçu votre aimable courrier concernant l'aspartame. Il est bien évident que défendant les produits naturels, la revue Biocontact ne pouvait approuver un produit de synthèse tel que l'aspartame. J'ai transmis votre courrier tout simplement pour simple information à nos deux auteurs, Corinne Bouger et une autre personne, qui ont étudié la question très en profondeur et qui sont en contact étroit avec des chercheurs américains indépendants des laboratoires qui dénoncent des dangers de cette molécule depuis des années. Je vous invite vivement à consulter les sites donnés en référence à la fin de ces deux articles. » C'est les deux articles. Donc, bon, je ne suis pas idiote non plus, je savais très bien que j'allais écrire une bombe.
Et c'est pour ça que j'ai pris le soin de mettre aucune marque néfaste, de ne citer aucune marque dans mon livre, à part les marques que j'ai testées qui sont saines, et pour me protéger et protéger idéalement mes enfants. Le livre est sorti mi-février 2006, et dans toute l'énergie que j'avais mis à écrire ce livre pendant ces 2 années, c'était en me disant il faut que les gens sachent vite et que même des enfants puissent se servir de ce tableau, parce que la situation est quand même très grave. On n'a jamais autant mangé, aussi mal mangé, de tous les temps. Et donc, il faut faire quelque chose. Et à ma grande surprise, début avril 2006, j'étais invitée à un salon assez important avec 3000 visiteurs. Et je viendrai toute ma vie, j'ai appelé mon éditeur pour savoir combien de livres ils avaient vendus en 2 mois, en me disant peut-être 500, 600, ça serait bien. Et en fait, la personne que j'ai eu au téléphone m'a dit « Madame Bouger, on est débordé avec votre livre, on a dépassé 11 000 exemplaires. » Et là, j'ai fait « Quoi ? Vous êtes trompés, il y a des zéros en trop. » Donc mes filles étaient heureuses comme tout, fières de moi, elles voulaient me prêter une pièce plus grande pour travailler, etc. quand on était à la maison. Et du coup, j'ai amené mes filles à ce salon. Du coup, j'ai rencontré plusieurs personnes, beaucoup de gens. Et on a fait le salon, donc on était début avril, je peux vous envoyer des photos aussi, début avril 2006. Et donc, j'ai vendu plusieurs exemplaires du livre et j'ai surtout vu beaucoup de gens qui découvraient mon stand avec tous ces emballages et qui ne comprenaient pas ce que je faisais là et qui apprenaient à lire les étiquettes avec une loupe. Hein. Forcément, c'est toujours écrit trop petit, parce que ça fait baisser la vue, ils en profitent. Et donc voilà, et donc j'ai rencontré ce jour-là, dimanche après-midi, une femme qui vient à mon stand avec des cannes, un corset, les os tout abîmés, la peau abîmée, les cheveux abîmés, et qui agressivement me reproche d'avoir des édulcorants de table sur ma table. Dans un salon sur la santé, ça ne se fait pas. Alors je lui dis, mais je n'en vends pas, madame, j'explique aux gens que c'est mauvais, j'apprends aux gens les étiquettes. Et petit à petit, en me parlant, cette femme a découvert qu'elle était atteinte d'une fibromyalgie à cause des bonbons suisses bienfaisants au citron, qu'elle avait surconsommé pendant 15 ans, jusqu'à une boîte, voire 2 des fois par jour. Et elle était très choquée de découvrir cette vérité, parce que pour elle, c'était aux plantes. Elle n'avait jamais remarqué. C'était un dogme. Elle n'avait jamais regardé sur le côté ce qu'il y avait dedans. Et donc, pourtant, elle savait que ça, c'était mauvais. Mais elle avait pris ça au citron. Donc du coup, comme je connais Corey Brackett, qui a fait le fameux film Faux Sulh ou Scandale, qui s'est sorti d'une sclérose en plaques avec des taches dans le cerveau, avec 34 kilos en trop et des problèmes de vue et de motricité, elle était en fauteuil en 2002, et que je sais qu'on a pu désintoxiquer cette femme et qu'elle est complètement guérie de sa sclérose en plaques aujourd'hui, je me suis dit, il y a peut-être un espoir de désintoxiquer cette femme de 57 ans à peu près, et de lui permettre de retrouver sa passion qui est le rock'n'roll. Donc j'ai promis ce jour-là à cette femme de l'aider, de trouver des gens pour la désintoxiquer jusqu'au jour où elle redonnerait le rock'n'roll. Et quand j'ai dit ça, je me suis dit, mais pourquoi tu as dit ça à une dame handicapée? Si ça ne marche pas, c'est pas bien, c'est pas gentil, quoi. Et en fait, malgré le fait qu'on m'ait enlevé mes enfants 12 jours après ce salon, je suis tombée, malgré moi, dans un guet-apens, on va le dire. Donc j'ai été convoquée par une juge des enfants. C'était pas la première fois qu'elle me convoquait, c'était la 3e fois. Et le but, c'était de me parler des rapports des services sociaux qu'elle avait mis sur mon dos pendant 1 an et demi. Rapports qu'on m'avait cachés, bien sûr. Et de parler à mes filles encore une 3e fois. Mais là, mes filles n'ont pas voulu y aller, parce qu'à chaque fois, elles traumatisaient de manière volontaire mes enfants. Donc j'ai laissé, avec l'accord de l'avocat, mes enfants à l'école. Et c'était donc le 21 avril 2006, c'est pas grave, c'est sur mon site, parce que à force de raconter ça, les gens, ils n'y croient pas, donc j'ai mis sur mon site en décembre 2010. Et j'ai expliqué comment on m'a enlevé mes enfants. Donc, première chose, la juge était furieuse de voir que mes filles n'étaient pas là, parce qu'elle avait tout organisé à l'avance depuis des mois, depuis février. Je l'ai vu après. Et je suis tombée dans un piège énorme, organisé par l'avocate qui devait défendre mes enfants, l'avocat de mon ex-mari, l'individu en question, la juge et les services sociaux. J'aurais jamais cru que ça allait faire tout ça. Et première question de la juge, où sont les enfants? Je dis, bah, ils sont à l'école, parce qu'à chaque fois vous les traumatisez, et même Mélodie ne voulait pas que je vienne vous voir, car vous êtes méchante. Je suis méchante. Je dis oui. Mais il n'y a pas de greffier, c'est illégal. Et bon, je ne savais pas, l'avocat n'a rien dit. Et elle me dit comme ça, vous parlez d'aspartame, vous parlez de glutamate, vos filles mangent bio, vous êtes folle. Textuellement. Ah, texto, ah mais texto, elle m'a craché ça au visage. J'avais, dans le bureau de mon avocate, mais elle avait oublié exprès, des attestations de Betty Martini,
et du professeur Ralph Walton, psychiatre à New York, qui expliquait qu'il ne me connaissait pas mais qu'il avait étudié le problème pendant 20 ans. L'avocate a fait exprès, elle a dit devant témoin, d'oublier toutes les attestations dans son bureau. C'est très grave. Ça fait beaucoup. Hein. C'est énorme. Et donc du coup j'ai dit pardon. Donc j'ai dit je suis désolée, j'ai écrit un livre sur les additifs qui est déjà vendu à 11 000 exemplaires, j'ai écrit des articles et j'ai sorti des magazines. Et la juge a noté, madame a sorti des documents. Parce que quand il n'y a pas de greffier, personne ne peut ranger, c'est ce que je disais. Ah, j'insiste sur ce point-là. Ça voudrait dire que la justice est prête, à ce jour, doter les enfants de quiconque osera traiter des problèmes abrasifs Bien sûr. et subversifs tels que l'aspartame. Alors mon handicap, entre guillemets, c'est que j'étais la première personne en France à oser en parler, comme vous dites si bien. Oui. Donc j'avais commencé mes conférences avant la sortie du livre. Et cette juge, depuis ce temps-là, quelques mois plus tôt, m'avait envoyé voir des experts psychiatres choisis par connivence. C'est très bien expliqué par un avocat sur Internet lors de l'interview. Les experts connaissent la juge, elle choisit qui elle veut, elle sait ce qu'elle attend. Et donc du coup, quand j'étais convoquée, vous avez peur, vous ne savez pas vos droits, l'avocat vous les cache, vous recevez une convocation pour voir un expert psychiatre, vous y allez, alors que vous n'aurez pas dû y aller. Donc j'y suis allée, et comme elle choisissait des mamans qui ne conduisent pas ou qui habitent loin, etc., j'avais 1 heure de trajet pour y aller. Donc je faisais des recherches sur une maladie du sang provoquée par l'aspartame, c'est une chute de plaquettes dans le sang qui provoque un tas de problèmes de santé. Et dans mon sac à dos, j'avais pris ça. Évidemment, vous arrivez à l'hôpital de Montpellier pour voir ce psychiatre avec ça dans mon sac à dos. Moi, arrive dans la salle d'attente, il fait exprès de vous faire patienter pour vous faire angoisser, c'est des techniques. Hein. Donc j'avais ça sur les genoux. Bon, j'aurais pas dû peut-être, mais finalement je regrette pas. À un moment j'ai regretté, mais non. Donc il a vu ça, j'ai vite fermé, j'ai mis dans mon sac à dos. Et pendant l'entretien d'1h20 à peu près avec celui-là, qui existe, qui est toujours en vie, et qui pratique encore, il m'a dit, vous en avez un gros sac à dos? Non, je dis oui. Il me dit, il y a quoi dedans? Alors, vous faites quoi? Vous sortez le livre ou vous sortez pas le livre? Ben, j'ai sorti le livre, parce que je me suis dit, si je ne sors pas, il va dire que je suis parano, donc j'ai pas envie qu'il dise que je suis parano. Donc j'ai sorti le livre, il a commencé à feuilleter, parce qu'il savait lire l'anglais, l'animal. Et puis moi, j'avais les larmes aux yeux, je lui disais, vous savez, ça détruit le cerveau des enfants dans le ventre de la mère, j'ai lu de nombreux livres là-dessus, ça provoque des déformations, ça fait Alzheimer. La femme de mon père en a pris pendant 15 ans des édulcorants, elle est morte à 48 ans, une tumeur au cerveau inopérable et dans une condition physique très grave. Donc il a noté tout ça, il a feuilleté l'ouvrage, et puis on a parlé un petit moment, il était un peu surpris par tout ça, sûrement, mais il savait pourquoi il devait faire cette expertise. Donc à la fin de l'expertise, j'ai osé lui dire, parce que j'étais peut-être trop spontanée, et je lui ai dit, excuse-moi professeur, mais vous ne pourriez pas faire une expertise psychiatrique de la juge? Et donc il me dit pardon. Oui, parce qu'elle a un problème, elle traumatise les enfants, elle crie, elle hurle, elle vous terrorise, et puis après on trouve tout ça normal. Il y a un problème. Donc ça c'était avant qu'elle me prenne mes enfants bien sûr, et il a fait un torchon contre moi en prétendant que je prétendais que ma belle-mère était morte à cause de l'aspartame, mon père a fait une attestation, que je prétendais traduire ça en français, j'ai jamais dit ça, que j'avais sorti ce pavé sur l'aspartame, donc en disant le titre et tout, à la page 9 de son rapport qui avait disparu. La page 9 a disparu pendant longtemps du rapport. J'ai dû faire des recherches pour trouver la photocopie. Mais j'ai le rapport, hein, j'ai tout, je peux vous envoyer ça, tout ça par internet, il n'y a aucun souci. Et donc du coup, monsieur a brodé. Il m'avait demandé un résumé de ma vie à l'avance, donc pour broder encore plus sur ce qui s'était passé dans ma vie. Et il m'a démoli. Donc dans la conclusion, je délire, je suis paranoïaque, etc. Donc pour enfoncer le clou, la même juge m'a envoyé voir un deuxième expert en septembre 2005, avant l'enlèvement de Mélodie Coralie. Et là, lui, il m'a vu 20 minutes. Mais comme il connaissait l'autre, parce qu'il me l'a dit, voilà, mais moi, là, pour me justifier encore plus, j'ai fait l'erreur ou pas d'apporter ça, et d'apporter le film de Corey Brackett en anglais, pour dire, moi, je m'appuie sur ça. C'était la goutte d'eau. C'était la goutte d'eau. Mais bon, d'un côté, je ne regrette pas, je vais vous dire après pourquoi, mais il a regardé tout ça, oui, Madame Gouget est arrivée avec une valise à roulettes alors que c'était un sac à dos. Oui, Madame Gouget prétend que je suis le frère de l'autre expert, j'ai jamais dit ça. Et lui, il m'a vu 20 minutes, et au bout d'un moment, il me dit, qu'est-ce qu'elles en pensent, vos filles? Alors, j'ai fait mes filles, vous voulez savoir? Il me dit, bah oui, allez-y. Mais il était vraiment ingrat et horrible. Et je dis, bah c'est très simple, je vous dis la vérité, vous me posez la question. Hein.
Coralie, elle a 6 ans, mais hier elle était dehors devant la maison et puis elle a vu regarder la boîte aux lettres et elle a dit maman, si un jour papa vient nous chercher bien devant la maison, je lui mettrai un grand coup de pied dans les couilles et je lui dirai casse-toi connard. Alors là, l'expert, je suis désolée, vous m'avez posé la question, c'est ce qu'a dit Coralie hier, je vous le dis, ma fille est née à 9 ans, elle me dit qu'elle ne veut plus jamais voir son papa, que c'est pas un bon papa et qu'elle espère ne plus aller nulle part avec lui. Alors il me dit, ah bon, bon ça suffit, vous faites pas partie de groupe écologique et tout ça. Je fais, non, non, pas du tout. Et il me dit, quittez mon bureau, je vous ai assez vu. 20 minutes. 20 minutes. Donc je suis rentrée chez moi. Entre-temps, une autre juge du pénal lui a envoyé voir mon ex-mari. Bien sûr, lui, il va bien. Bon, il a eu quelques petits soucis, mais il va très bien. Il travaille pour quelle boîte, on peut le dire? Il est à 7, alors pour quel labo, je sais pas. Mais il est haut placé? Il a très mauvaise réputation, il est à la retraite depuis, mais il est toujours dans la même région et c'est vraiment une ordure. D'accord. Vous voulez son nom? Non. Bon, voilà. Et donc, vraiment, il avait déjà très mauvaise Nom du réputation, labo. donc il m'a démoli pire que le premier. Et quand j'ai lu les conclusions, parce que vous n'avez pas droit à lire les autres pages tout de suite, et là, j'ai dit, il faut que je demande des contre-expertises, parce que là, lui, il me... Et donc, on a demandé tout de suite des contre-expertises, qui ont eu lieu en décembre 2005 et fin mars 2006, 3 semaines avant l'enlèvement de mes filles. Pour moi, c'est un enlèvement, je suis désolée. Et donc, le premier expert, du coup, je me suis dit, non, j'apporte rien, ce coup-ci, ça suffit. J'y vais des mains vides. Et donc, l'expert, bon, alors voilà, dans certains documents, on dit que vous êtes, vous imaginez des choses, vous délirez, que vous appuyez sur des faits non scientifiques. Je fais, ah bon? Mais vous parlez de quoi? Alors, je fais, j'ai pas envie d'en parler. Là, on est là pour savoir si je suis dangereuse pour mes enfants ou pas, donc je ne veux pas vous parler de ce que je fais. Mais ça m'intéresse peut-être. Et alors, il m'a tiré les verres du nez, ça durait 1h30. Et je dis non, non, mais j'ai pas envie de vous en parler parce que si c'est pour après me critiquer et tout, si ça me dessert, on n'est pas là pour parler de ça. Et puis, fil en aiguille, il m'a dit mais dites-moi. Alors, je parle de nutrition aux gens. Il me dit mais dans la rue comme ça ou dans une conférence ou... Alors, je fais 2-3 conférences, mais je parle de nutrition. Mais expliquez-moi. Donc, je dis mais. Il me dit dites-moi. Alors, je fais bon, si je le dis, vous mettez pas dans le rapport. Mais non, mais non. Il avait l'air un peu dérangé lui aussi, mais c'est souvent le cas des experts, des psychiatres. Et donc, je lui dis, je parle d'aspartame. Et cet individu avait un plâtre au pied, je ne sais pas ce qu'il avait, il était en surpoids. Il me dit, aspartame! Et je lui dis, pardon. Il me dit, mais il y en a dans les boissons light. Alors, je dis, ah oui, bien sûr. Et j'ai pas fait le lien tout de suite parce qu'il m'a pas dit pourquoi il a dit ça. Mais j'ai su après, c'est très grave. Et je dis, oui. Il me dit, mais vous avez des textes scientifiques et tout, ça m'intéresse, je sais bien l'anglais. Alors là, je dis, attends, les autres, ils me démontent, et lui, il veut voir. Alors je dis, ah non, non, là, j'ai rien pris avec moi, parce que si c'est pour que ça se retourne contre moi. Mais j'en parlerai pas dans la pause, montrez-moi. Je dis, non, j'ai rien pris. J'ai juste, dans la salle d'attente avec mes filles, un magazine où j'ai écrit un article. Mais je peux voir. J'en parlerai pas, il me dit. Mais il avait l'air, quand même, sincèrement intéressé par le sujet. Donc il prend le magazine, il tourne les pages, il me dit, oh, vous avez écrit tout ça, Madame Gouget? Il s'attendait à trouver 5 lignes, il trouve 6 pages. Alors je dis, bah oui. Et bon, 6 pages avec les pubs, hein. Et donc... il dit, je peux faire des photocopies? Je lui dis, bah là, pourquoi? Ça m'intéresse, hein, ça m'intéresse beaucoup, je vais faire des recherches, vous avez des emails d'experts et tout. Je lui fais quoi? Et là, je comprenais plus rien, quoi. Alors, je lui dis, bon, alors il fait les photocopies, il se tourne, il voit sa secrétaire qui mâche un chewing-gum, il dit, voyez, faut arrêter de mâcher, madame, hein, parce que la dame, elle a fait un article. Je dis, oui. Et puis je le regarde comme ça, je lui dis, vous savez, mon père, il est veuf à cause de ça. Comment ça, votre père, il est veuf? On ne l'a pas dit. Alors, je ne lui ai pas demandé. Donc, j'explique, il me dit, je vais faire des recherches et tout, je vais faire ma contre-expertise dans 3 semaines, il n'y a pas de souci. La contre-expertise a disparu du dossier. Très rapidement. Je ne sais pas si elle dedans, j'ai jamais lu. Elle était très certainement pas à charge, de loin, Voilà. peut-être en votre faveur, peut-être Il elle a raison. y a eu mieux, parce qu'on m'a envoyé voir un 4e expert, entre autres, qui était très bien, au bord de la plage, dans son appartement. Lui, il m'a gardé 1h30, mon livre était sorti, donc j'ai expliqué clairement tout ce qui s'était passé. Il me dit, c'est très bien, Madame Gouget, j'ai expliqué ce que disaient les enfants. Il me dit, vos filles sont lucides, elles ont vécu quand même des agressions sexuelles, c'est très grave. Donc je vous félicite. Que pensez-vous quand on dit que vous êtes folle? Alors je dis, ben moi j'estime que j'ai vécu des choses très difficiles, que j'ai failli laisser la peau, et que j'ai eu la chance de découvrir pourquoi j'ai vécu ces choses-là, que j'ai eu la chance de pouvoir quitter l'Angleterre et d'écrire ce livre. Et je prépare un autre livre, j'ai donné le titre, et j'ai dit qui racontera notre histoire. Il me dit, c'est très bien, ça vous fera une thérapie pour vous et vos filles, vous n'êtes pas folle du tout, Madame Gouget, je rends ma contre-expertise dans 48 heures. Celle-ci a disparu aussi. Bon, alors on voit que c'est un sujet plus qu'abrasif, et votre témoignage le confirme
une énième fois. J'aimerais passer par rapport à... Vous êtes prêts à parler et on le sent bien. On a parlé en off, il y a quelques mois de ça, de certains protagonistes qui, comme vous, prétendent dénoncer plusieurs injustices dans le domaine de l'agriculture notamment. Alors je vais vous donner les noms, par exemple il y a Claude et Lydia Bourguignon. Bien sûr, je les ai rencontrés, oui. Mais vous m'aviez dit à l'époque quelque chose qui m'a interpellé. Sachant qu'en regardant ce reportage, pour ma part, j'ai vu quelque chose que je ne connaissais pas et qui était très très abrasif aussi pour ma part. Par rapport au niveau des sols en France, Oui, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux aussi pour l'avenir de tout à chacun, la planète. de toute la planète en l'occurrence. Est-ce que ces personnes vous ont contacté? Monsieur et Madame Bourguignon? Voilà. Est-ce que pensez-vous de ces personnes-ci? Je pourrais citer aussi Monsieur Dogna, par exemple, qui est un grand auteur et qui est suivi par beaucoup d'internautes qui nous suivent aussi actuellement, et qui aimeraient savoir, ces gens-là sont-ils fiables? Sont-ils sur un terrain si dangereux que cela? Et est-ce qu'au fond, l'aspartame n'est pas le sujet qui représente en soi l'omerta? Alors pour poursuivre votre question, j'ai eu le plaisir de rencontrer monsieur et madame Bourguignon à peu près de 3 ans lors de leur conférence et donc bien sûr qu'ils ont raison de dénoncer ce qui se passe dans l'agriculture, tous ces traitements qu'on fait subir aux cultures rendent le sol complètement stérile et mort et tuent la vie dans le sol, donc du coup on ne peut pas manger des plantes qui ont poussé dans de telles conditions. Leur discours est bon et juste, mais en fait, en fin de conférence, j'ai posé une question que j'attendais de poser depuis un certain temps. Il y a eu le film de Colin Serrault sur des ordres Global. C'est solution solution locale pour un désordre mondial. Et global. Global. Global, voilà. Donc solution Locale. locale pour un désordre global. Et donc, avant que le film sorte, c'est très intéressant, sur Internet, il y a eu des extraits en avant du film, où on voyait Monsieur Bourguignon assis dans un café avec un rideau rouge derrière, je me souviens très bien, et on lui posait des questions sur le glutamate monosodique dans les soupes. Et là, il expliquait que c'était pas bon du tout, que c'était un poison et qu'il fallait éviter ça, mais c'était retiré du film. D'accord, donc le sujet... Et là, je me suis dit, pourquoi? Donc, j'ai attendu toute la conférence qui était très pointue, très technique et très scientifique sur les sols, pour dire, voilà, je suis Corinne Gouget, je vous admire pour les travaux que vous faites et ce que vous osez dénoncer. Parce que dans une autre vidéo sur Internet, il explique que les gens au Sénat et compagnie mangent bio. Ils savent très bien qu'il ne faut pas manger ce qu'il y a en supermarché, donc il y a un problème aussi. Et là, donc ces gens mangent mieux que vous et moi ou les enfants. Et donc je dis, lors de la sortie du film de Colin Serrault, il y a eu des extraits avant sur Internet où vous parliez du glutamate. Or, c'est pas dans le film, pourquoi? Vous savez, il y a peut-être trop d'interviews, je ne sais pas trop, ils ont essayé de noyer le poisson. Et je dis, bon, ben, c'est quand même grave. Donc après, pour l'aspartame, si on prend par exemple le livre Le mensonge alimentaire de Hans Ulrich Grimm, dont le sous-titre est Comment l'industrie alimentaire conditionne notre intelligence et notre comportement, c'est assez grave, parce qu'il reprend les mêmes experts que je connais, donc sur l'aspartame, sur le glutamate, etc. Et il y a une phrase qui m'avait choquée du docteur H.G. Roberts, qui est donc l'auteur de l'énorme pavé que j'ai là sur l'aspartame, où en 1997, cet expert disait que si, je vais vous la lire, elle est par là, voilà. Donc en 1997, c'est page 76, hein, le médecin et auteur H.G. Roberts de West Palm Beach en Floride a résumé en ces termes, dans la revue médicale de Lancet, tous les médecins en France ont accès à cette revue. Donc en 1997, il expliquait le résultat des recherches qu'il a menées au fil des années, 2 points. Je suis d'avis que notre société est menacée par une catastrophe scientifique inévitable et imminente si l'utilisation des produits contenant de l'aspartame ne prend pas fin immédiatement. Ça a le mérite C'est d'être clair, oui. Donc on y est. Et là, on n'est pas en 1997, on est en 2013. Donc là, c'est une vraie catastrophe. Donc ce qui s'est passé, bon, mon livre est sorti en 2006, il y a eu d'autres livres décrits sur les additifs, etc. Et l'année dernière, il y a eu un livre, ou l'année d'avant, qui est sorti, qui s'appelle Menaces sur nos neurones. Donc, bien sûr, je l'ai acheté, parce que je voulais savoir ce qu'il y avait dedans. Et c'est un journaliste et une scientifique qui l'ont écrit ensemble, je ne sais plus les Quels sont noms. leurs noms, oui. Voilà. Et donc j'ai eu le plaisir de parler à l'homme journaliste.
Et je dis, c'est très bien, j'ai lu tout le livre, ça parle des pesticides, des métaux lourds, des vaccins, etc., des médicaments, ça dénonce l'irresponsabilité, la non-action des autorités sanitaires, le fait qu'on essaie de nous faire taire, etc. Mais je n'ai rien vu, parce que menace sur mon neurone, j'aurais pensé qu'il y avait au moins, on va dire, 10, 15 pages peut-être sur l'aspartame et le glutamate. La réponse de l'auteur fut « Ah mais vous savez, Madame Gouget, on avait plus de 150 ouvrages sur le bureau en référence, le vôtre aussi, mais... » Je fais « Qu'est-ce qui s'est passé? Il a glissé entre 2 livres. Il est trop petit, c'est ça ?» Je lui dis « Non, non, c'est pas ça, Madame Gouget, c'est que quand même, là, on a hésité quand même de parler de ce sujet, parce que... » Je fais « Comment ça? Vous n'avez pas osé? Vous avez parlé de dénoncer tout ce qu'il y avait à côté, les pesticides, vaccins, métaux lourds, machin, et vous n'avez pas parlé de 2 additifs malheureux. » Et donc voilà, donc pression, pas pression, j'ignore. Et après, bon, la personne me dit on va écrire un livre ensemble, on l'a pas fait. Moi j'aimerais lancer. Donc voilà, donc il y a des sujets qui font peur. Et pour moi, c'est plus possible, on ne peut plus continuer comme ça, vu les cas que je rencontre. Et l'été, il y a plus de liberté d'expression aux États-Unis, parce que l'été dernier, dans ce magazine, qui s'appelle Health Freedom News, ils ont un site aussi aux États-Unis. Donc ça, c'est un magazine que m'a offert Betty Martini, le 28 octobre 2012. Et là, on voit 2 pages, juste plus. Non, juste 2 pages, d'un article qui dit « No safe dose of aspartame ». Donc pas de DJA. Pas de DJA. Ah non, non. On casse le dogme. On casse le dogme. Pas de DJA. No safe dose of aspartame. Et c'est un article encore de Betty Martini qui explique sur 1 page et demie, donc, et les dégâts que ça fait, etc. Et à la fin, des commentaires du célèbre docteur Bill Deagle. Donc c'est très grave. Donc il n'y a pas de DJA, c'est obligé. Mais c'est un sujet qui dérange. D'accord, bah écoutez, on l'a remarqué, j'espère que tous les internautes le remarquent en ce moment même en vous visionnant. Je vous remercie encore une fois, Madame Gouget, d'avoir été avec nous. Et j'espère vous avoir sur notre antenne très prochainement, sur d'autres médias alternatifs français et de vous voir à l'étranger aussi. Voilà. Merci beaucoup. Bonne santé à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.